Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et téléspectateurs, nous vous disons tout de suite bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous et à votre délégation, vous êtes donc les bienvenus dans cette émission. Cette édition de La Parole État, qui est donc une émission qui a été initiée par le ministère de la Communication, le ministère de la Communication et des Médias, dirigé par votre homologue Maxime Balalou. Alors donc, c'est une émission, cette opportunité permet à ce que tous les membres du gouvernement puissent les uns après les autres passer sur le plateau de radio et de la télévision centrafricaine pour faire l'état de lieu des activités qu'ils ont donc assumées pendant les 2 mandats de Monsieur le Président de la République. Alors donc cette émission est placée sous la supervision de nos 2 chefs, nos 2 chargés d'émission, à savoir M. Tita Samba Solé, qui n'est pas avec nous présentement parce qu'il est occupé, et M. Mboko Lidio Doné Siokuba, qui donc vont nous aider à faire ce travail. Et autour de ce micro, je ne suis pas seul. Vous l'avez constaté, j'ai à côté de moi, à ma gauche, Marie-Pélagie Karzagou, journaliste. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bonne et heureuse année 2025. Monsieur le ministre, c'est tout un plaisir d'être en face de vous pour passer en revue les grands événements qui ont marqué le passage du chef de l'État à la magistrature suprême de l'État. Je me cache sous l'identité de Bienvenu Bissayo, directeur général de Télé Centrafrique. Dans le domaine de l'économie numérique, des postes et télécommunications, les réformes juridiques et institutionnelles menées par le gouvernement ont permis l'opérationnalisation des infrastructures de connectivité à Internet haut débit, la création de l'Agence centrafricaine de développement du digital, ACDD, l'opérationnalisation des centres de formation digitale et d'incubateurs des start-up à l'université de Bangui, à l'école normale supérieure, au lycée technique de Bangui, la construction des centres communautaires numériques dans les différentes régions du pays, la levée effective des licences de 4e génération par les opérateurs de téléphonie mobile, la création d'une banque postale et la mise en place du dispositif de promotion de la philatélie numérique avec des services diversifiés de proximité au profit de notre population. L'opérationnalisation du contrôle de la lutte contre les cyberattaques et de gestion des ressources rares dans le secteur des communications électroniques. Aussi, un accord de projet de mise à disposition par Intelsat via l'UIT des liaisons satellitaires dans des écoles à Damara, Sibut, Kagabandoro, Buka, Batangafo a été signé en vue de la connectivité à Internet et l'initiation à la culture du numérique et la promotion de l'alphabétisation numérique. Le désenclavement numérique du pays s'est poursuivi par l'installation des infrastructures à fibre optique sur 1200 km dans le sud-ouest, suivi de la signature d'un contrat avec MTN Baybab, opérateur délégué chargé d'opérationnaliser, de commercialiser, d'exploiter. Caché tout à fait parce qu'il est connu des auditeurs et des téléspectateurs. Alors, monsieur le ministre, nous allons vous donner l'opportunité très respectueusement de vous présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent et qui peut-être ne vous connaissent pas tous. Vous avez donc la parole. Je vous remercie très sincèrement parce que je serai très bref. Je suis Justin Dourmazako, ingénieur manager de télécommunications, diplômé de 3e cycle à l'école des hautes études commerciales de Bruxelles, en Belgique. Eh bien, ceci étant fait, nous allons donc, sans plus tarder, entrer dans le vif de notre sujet. Monsieur le ministre,
Le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation à la date du 28 décembre dernier, a donc fait état des grandes avancées ou bien des avancées significatives obtenues au sein de votre département dans le domaine de l'économie numérique, des postes et de la télécommunication. Vous êtes là sur le plateau, vous avez certainement quelque chose à ajouter, ou bien plutôt, si vous ne trouvez pas l'opportunité de le faire, nous allons passer à d'autres questions. Mais je crois que vous avez quand même quelque chose à dire par rapport à cela. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Très heureux d'être ici parce que j'ai l'opportunité de parler à mes compatriotes qui nous suivent de ce que nous avons pu réaliser depuis les 2 mandats du chef d'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, depuis son accession à la magistrature suprême de l'État. Avant tout, je voudrais d'abord remercier le Tout-Puissant Dieu qui m'a donné l'opportunité à travers le professeur Faustin Archange Touadéra, qui m'a fait confiance depuis sa magistrature, depuis le premier quinquennat, jusqu'au jour où je vous parle, de me donner un ministère qui me passionne. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas fait autre chose que les télécommunications et la poste. Donc je me retrouve vraiment serein, comme un poisson dans l'eau, là où il m'a mis, et très content d'avoir l'occasion d'en parler et remercier également son Excellence Félix Mouloua, qui est le Premier ministre, qui ne cesse de m'appuyer en conseil, en directive pour suivre la profession de chef d'État dans le domaine qui est le mien, celui de l'économie numérique, des postes et télécommunications. Et voilà donc une question qui va vous être posée par mon collègue ici. Bienvenue, Bissaï. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce double plateau de la radio et télévision nationale. La question va s'articuler autour du projet fibre optique qui a été installé selon la vision politique du chef de l'État. Force est de constater que ce projet, combien crucial pour le désenclavement numérique de notre pays, il n'y a pas encore l'impact social et la population ne sent pas encore ce projet se mettre en œuvre. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie encore une fois de plus, monsieur le directeur général. Mais vous savez que la fibre optique, c'est une infrastructure de transport. Et donc, ce n'est qu'une infrastructure, mais pour qu'elle soit opérationnelle au bénéfice des populations, il faut que certaines opérations se mettent en place pour que la population, in fine, bénéficie des bienfaits de la fibre optique. Parmi les technologies de transport, il y a le satellite que nous utilisons depuis très longtemps. Il y a les faisceaux hertziens et d'autres types de transport. Mais le chef d'État a mis son choix sur la fibre optique parce que la fibre optique est cette technologie de transport qui fait ce qu'on appelle l'autoroute de la communication et l'information. Donc c'est un boulevard qui permet de donner plusieurs informations. À la fois ce que le câble à cuivre ne pouvait pas faire, ce que le satellite ne fait pas parce que c'est des redondances. Mais le câble, c'est du fixe. Et donc, c'est vraiment le boulevard de l'information. Alors, pour répondre précisément à votre question, monsieur le directeur général, vous savez que le câble fibre optique, ces travaux ont commencé à Berberati. Le chef d'État lui-même a été lancé ces travaux le 4 octobre 2019. S'en ont suivi donc le travail de travaux de génie civil, parce que ce câble devait nous relier avec le Cameroun par la ville de Kenzo et avec le Congo par la ville de Ouesso. C'est long de 1200 km. Donc c'est l'un des projets gigantesques qu'il a eu à initier déjà dans le premier quinquennat. Vous vous souvenez également que cette période-là a coïncidé avec l'avènement de la Covid-19. Donc, tous les équipements que nous devions importer ont connu du retard. Ce travail qui devait durer 19 mois a duré jusqu'au 6 février 2023, date à laquelle le président a réceptionné la fibre optique ici à Bangui. Ceci étant dit, la fibre elle-même étant déjà à Bangui, il fallait le processus de sa distribution. Et l'État a jugé utile de commettre la distribution et l'exploitation à une société qu'on appelle MTN. Pourquoi cela? Parce que l'État a pris de l'argent entre les mains des partenaires techniques et financiers pour faire ce travail de 1200 km. Donc en confiant donc à MTN, l'État
entendait donc lui donner l'exploitation et la distribution pour lui permettre de faire des retours sur investissement à l'État. Et justement, Monsieur le ministre, il y a une question sur le MTN qui va vous être posée par notre collègue qui est là. Oui, Monsieur le ministre, après le choix de MTN, le lead du projet de fibre optique, que deviennent aujourd'hui la société historique, la Socatel et son personnel? Mais avant de répondre à cette question, permettez que je termine, puisque la question qui m'a été posée, c'était de savoir à quand la population va bénéficier de la fibre. Je voudrais que vous me permettiez que je termine cette question. Donc il y a un process. Après MTN qui est chargé de la vente en gros et de la distribution en gros aux opérateurs de téléphonie mobile qui sont Orange, Move, Télécel et Socatel bien entendu, il y a un travail sur leur plateforme qui devait être fait pour la conformité de leurs équipements à la nouvelle technologie 4G qui va être distribuée à nos concitoyens. Ce travail a été fait. Et bien après, ces opérateurs devaient donc avoir la licence 4G. Je sais que cette question reviendra. Et ils devaient s'acquitter de cette licence qui est de 15 milliards de francs CFA afin de commencer la distribution à nos concitoyens. Et ce travail, vous le savez, comme vous êtes des journalistes, donc chercheurs d'informations, vous savez que au mois de décembre 2024, Orange s'est acquitté de cette somme-là pour bénéficier maintenant. Le service, l'État lui a donné ce qu'on a la licence d'exploitation de la 4e génération pour distribuer à nos concitoyens à l'arrière-pays. Et donc là également, il y a un travail qui va se faire au niveau de chaque opérateur qui a la licence maintenant d'arrimer ses équipements avec les nouvelles technologies de la 4G. C'est pourquoi vous voyez, c'est un processus qui prend du temps. Il faut que les BTS, les pylônes que vous voyez là, soient équipés avec des équipements qui sont adaptables avec la 4e génération. Orange est en train de faire, Move a pris également le 6 janvier 2025. Donc, ces opérateurs s'attellent maintenant pour que la 4G soit opérationnelle, la fibre optique soit bénéfique pour nos concitoyens. Cela veut dire que nous avons encore un petit temps d'attente, puisque quand on leur a donné la licence, on leur a fait signer un cahier de charges pour suivre le chronogramme d'équipement de ces antennes bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Eh bien, je reviens sur votre deuxième question qui est de savoir qu'est-ce que devient l'opérateur historique. Vous savez également que dans tout pays du monde, les téléphonies, la communication, les télécommunications sont des domaines stratégiques d'un État. Et ces domaines stratégiques, à un moment donné de son histoire, la République centrafricaine a opté d'élargir, de libéraliser le secteur pour faire venir des investisseurs privés afin de faire de la richesse. C'est ce que, en 1996, vous avez vu Télécel qui était venu, ça a suivi, Nation Link devenu Move, Télécel qui est resté Télécel. Et donc, ces sociétés sont arrivées parce que l'État, c'est la volonté politique. Maintenant, Socatel n'a pas disparu. Socatel existe toujours. C'est la société centrafricaine de télécommunications, qui veut dire qu'il détient le patrimoine de l'État. C'est sur cette société que l'État va fonder sa politique en matière de télécommunications, en matière de stratégie de communication locale. Admettez que Socatel disparaisse un jour. Et si ces investisseurs ne trouvent pas leur compte chez nous ici en République centrafricaine, ils vont rentrer. Qu'est-ce que l'État va avoir? C'est donc à cela que le chef d'État m'a fermement instruit de faire en sorte que Socatel redevienne ce qu'elle était dans le temps, fleuron de l'économie centrafricaine. Et donc, à ce titre, Socatel a la possibilité de faire l'exploitation de la fibre comme Move, comme Orange et comme Télécel aussi. Donc, l'État lui a facilité la possibilité. Au moment où je vous parle, nous sommes en négociation avec des partenaires qui vont donc prendre la Socatel et entrer dans ce jeu avec Orange et Move pour que l'État ait toujours des moyens de recours. C'est les oreilles de l'État. C'est le système nerveux de l'État. Donc l'État en tant que tel ne peut pas abandonner tout à un système privé. Voilà à peu près ce que je peux vous répondre sur l'avenir de la Socatel, que moi-même, vous savez que je suis revenu dans ce pays pour la création de la Socatel. Donc c'est quelque chose qui m'est cher et je tiens à cela. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, je crois que nos amis de la Socatel sont contents. Mais Bissayo a une question, il voudrait rebondir.
Oui, Monsieur le ministre, nous allons aborder le chapitre mobilisation des ressources. Vous conviendrez avec moi que Son Excellence, professeur Costa Touadéra, lors de son discours devant la représentation du peuple, a mis un accent particulier sur la mobilisation des recettes domestiques dont votre département est un département clé en la matière. Dites-nous au jour d'aujourd'hui, en termes de pourcentage, quelle est la part de contribution de l'ARCEP dans la mobilisation des recettes de l'État? Entendez autorité de régulation de communication électronique et de poste en Centrafrique. Je voudrais vous exprimer vraiment ma joie pour cette question. Parce que nous ne sommes pas un élément clé, monsieur le directeur général. Nous sommes le lead en matière de digitalisation. C'est ce que les 2 séminaires gouvernementaux sur les instructions du chef d'État ont donné. Le ministère en charge de l'économie numérique, des postes de télécommunications, c'est le lead pour la digitalisation au niveau du pays. Vous savez, quand j'étais nommé ministre en 2016, c'était le ministre des postes de télécommunications chargé de nouvelles technologies. Et en 2020, par la volonté politique du chef d'État, professeur Costa Touadéra, ce ministère est devenu ministère de l'économie numérique, des postes de télécommunications. C'est une volonté politique, c'est sa vision stratégique. Donc, vous savez, le président, nous avons la chance d'avoir un président qui fut très longtemps Premier ministre. Donc, en tant que Premier ministre, il a eu l'occasion de voir tous les départements ministériels. Il a vu les failles, les lacunes, les opportunités qui pouvaient s'ouvrir. Et à ce titre, il a donné l'économie numérique au ministère des Postes et Télécommunications. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas seulement les ressources, c'est d'abord notre identification. L'identité, c'est le gros problème du pays. Vous savez, les actes de naissance aujourd'hui, comment on le fait? Les actes de naissance, c'est des registres qui sont faits par une imprimerie, après c'est estampillé par un magistrat du coin, mais cela devient quelque chose qui se vend à tout le monde, y compris les gens qui ont choisi de venir chez nous. Donc c'est ça le véritable problème. Il nous a donné l'instruction de nous atteler à cela avant de nous atteler maintenant à la mobilisation des ressources. Et vous, ça c'est un vaste chantier. Vous et moi, nous sommes centrafricains. Nous vivons ce que nous vivons tous les jours. L'État centrafricain ne rentre pas en possession de tout ce qui lui appartient, bien que nous sortions des bons textes, des textes qui peuvent donner l'argent à l'État, mais in fine, dans la quête du trésor, la destination n'est pas commune. Donc, vous voyez, ce travail-là nous permettra d'assister tous les départements ministériels dans leur processus de numérisation, dans leur processus de la délivrance de ce qu'on appelle des quittances, dans leur processus de la transparence et de la traçabilité. Il y aura une plateforme au niveau de mon ministère qui permettra à tout un chacun de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des eaux et forêts, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des mines, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'habitat, ainsi de suite. Et donc, ça sera une gestion transparente. Ce n'est pas seulement numériser les ministères comme les gens le disent. C'est la transparence et la traçabilité que le chef d'État, par son expérience de Premier ministre, nous a donné cette fonction et qui est exaltante. Et il nous a donné les moyens pour le faire parce qu'il a fait promulguer une loi. Et il a signé un décret qui met en place l'agence centrafricaine du digital. Donc, ACDD, Agence centrafricaine de développement du digital. Donc, c'est opérationnel. Maintenant, vous voyez, ceux qui suivent le ministère de Paix verront qu'à l'année 2025, il y a un budget qui est alloué à cette agence. Mais cette agence également est l'interface entre le gouvernement et nos partenaires techniques et financiers pour lever du fonds. Parce que c'est un EPIC, un établissement public à caractère commercial et industriel. Ce n'est pas des agences budgétivores. En télécommunication, nous ne créons pas des agences budgétivores. Nous créons des agences qui produisent l'argent à l'État. Puisque normalement, dans les pays qui ne sont pas pétroliers, si les pays sont pétroliers, les télécommunications doivent drainer les ressources à deuxième hauteur du pétrole. C'est-à-dire qu'après le pétrole, viennent les télécommunications. Aujourd'hui, ici, nous devons être en tête. En tête. Mais aujourd'hui, le chef s'est aperçu. C'est pourquoi il a donné l'économie numérique pour ces télécommunications. Nous avons commencé par les infrastructures et vous verrez comme la 4G est arrivée, vous verrez dans moins de temps, il y aura un changement dans le comportement au niveau de l'administration, au niveau de tout le monde. Donc, on va d'abord compter sur nos propres moyens
Et on ira vers les partenaires techniques et financiers quand on aura des gros travaux inter-État et tout de suite. Voilà la vision du chef d'État en ce qui concerne l'économie. Voilà donc, monsieur le ministre, vous avez mordu sur notre langue lorsque vous avez parlé de l'agence, parce qu'il y avait une question qui vous attendait à ce niveau-là, mais n'empêche, nous avons reçu la réponse. Nous poserons une prochaine question, à savoir, monsieur le ministre, vous avez dernièrement signé, donc nous revenons sur ce que vous avez dit, mais en beaucoup plus explicite. Vous avez signé dernièrement des accords de partenariat avec les sociétés de téléphonie mobile Orange, Centrafrique, Move Centrafrique pour l'octroi de la licence 4G. Vous nous avez dit que c'est Orange qui a pu sortir son épingle du jeu. Alors quel est l'impact financier en ce qui concerne cette licence pour ce qui est de notre pays? Cependant, la question de l'amélioration reste, puisque tout le monde n'a pas encore embouché cette trompette. On se retrouve quelque peu coincé. Mais revenons un peu sur l'impact social. Qu'est-ce que cela pourra nous donner si, enfin, toutes ces sociétés arrivent à se mettre sur 4G? Quelle transformation notable allons-nous noter? Je vous remercie. D'abord, permettez pour vous dire que nous n'avons pas signé un contrat de partenariat avec les sociétés de téléphonie mobile. Nous avons signé une convention. Et des cahiers de charges avec ces sociétés de téléphonie mobile. C'est différent. Parce que pour avoir l'exploitation de la 4G, 4e génération, il faut qu'il y ait une licence. Et la licence, c'est 15 milliards de francs CFA. Donc, chaque opérateur qui devrait avoir ça doit payer 15 milliards. C'est ça la première chose. Et ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas que les 15 milliards pour leur permettre d'avoir la licence. Mais il faut également qu'ils mettent des investissements sur les sites à l'intérieur du pays. Il faut prévoir encore au moins 15 milliards de ces investissements. Donc, la licence coûte à ces opérateurs-là au moins 30 milliards minimum. Vous avez des opérateurs comme Move qui n'a pas assez de pylônes, de BTS. Eh bien, il va payer les 15 milliards, mais il va encore donner plus d'argent pour, s'il veut être en concurrence avec Orange ou avec TLC, il doit payer pour faire plus d'antennes à l'intérieur du pays pour qu'ils bénéficient de cette licence-là. Je voulais vous expliquer pour que nos concitoyens comprennent que la fibre arrive, c'est pas comme ça, ça va être opérationnel du jour au lendemain. Il y a tout un travail à faire. Et l'État est en train de faciliter l'installation, l'exploitation de ces opérateurs. Parce que vous le savez, il n'y a pas de secret chez nous. Vous savez qu'Orange a donné 10 milliards sur les 15. C'est aussi l'apport de l'État pour lui permettre d'investir. Move a versé 8 milliards sur les 15. C'est l'apport de l'État. L'État ne peut pas les étouffer parce qu'on dit la poule aux odeurs, on ne va pas y... Il faut leur permettre d'investir pour que la population en bénéficie. Et c'est ce que le gouvernement a compris et c'est ce que le gouvernement fait. Donc nous les accompagnons avec un cahier de charges. Et je l'ai dit dans mes propos ici, qu'il faut des cahiers de charges parce que la digitalisation entraîne... Ça, c'est une vision politique. Mais derrière, il faut un programme, il faut un plan d'action et il faut un chronogramme d'action pour qu'on aboutisse. Et nous sommes sur ça avec les opérateurs. Chaque opérateur, avec la licence, a un cahier de charges. Ce qui permet à l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications, et la Poste de veiller. Tu as dit tu vas faire tel nombre de BTS à telle période, où nous en sommes. Et il rend compte au ministre, qui rend compte au gouvernement. Voilà le processus. Et donc, permettez que ce travail prenne un peu de temps. Parce que les pylônes ne sont pas fabriqués chez nous ici. Il faut les faire venir. Il faut qu'on aille dans les provinces. Vous savez qu'installer une pylône, il faut au moins 45 jours minimum pour que le béton soit armé. Donc, tout ça, c'est du travail. Mais nous avons prévu pour cette année 450 à 500 BTS pour avoir vraiment une idée. Puisque à l'heure actuelle, nous avons aux alentours de 400 et quelques BTS pour tout le pays. Mais l'ambition du gouvernement, c'est de doubler cela. Parce que la fibre n'est pas faite seulement pour les bureaux. La fibre, d'après le chef d'État, c'est pour les citoyens, les concitoyens, le cultivateur, le pêcheur, le chasseur, celui qui fait les mines, celui qui a l'intérêt. Il faut qu'il sente l'impact. Voilà le travail que nous sommes en train de faire et voilà ce que le chef nous a instruit de faire. Monsieur Bisseur. Oui, une autre question, Monsieur le ministre. Depuis que vous êtes aux affaires, quelles sont les réformes que vous avez pu mettre en place pour aboutir à ce résultat probant? Ah là, vraiment, vous me donnez l'occasion de parler de beaucoup de choses. Vous savez que, d'abord, quand le président accédait au pouvoir en décembre 2016, c'était un ministère qui était réduit à distribuer le téléphone à Bangui
Il n'y avait pas de bureau de poste à l'intérieur du pays. La poste était disparue, il n'y avait rien. Et nous avons pris au moins les 3-4 premières années pour l'arsenal juridique, c'est-à-dire recadrer les textes juridiques aux dimensions régionales et internationales. Et nous avons fait ce travail-là. Parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes allés très vite en besoin en créant l'agence de régulation des télécommunications sans pour autant lui donner des muscles. Vous savez, un arbitre de football qui n'a pas de souffle, il ne peut pas arbitrer un match pendant 90 minutes. Et donc nous avons dopé cette agence que nous appelons maintenant Autorité de régulation des communications électroniques de la Poste. Et l'autre nouveauté que vous devez savoir, c'est que la Poste n'était pas régulée. Alors qu'il y avait DHL, il y avait des gens qui faisaient le courrier, c'était ouvert, mais il n'y avait pas de régulation. Le chef d'État a instauré donc la régulation sur le secteur postal. C'est pourquoi on appelle Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Ça, c'est la première vision du chef d'État. Mais quand vous voyez les organes qui devaient être annulés par les FMI, les ACRP, des trucs, l'ART figurait parmi. Nous, on a résisté. On a résisté pour dire que si on avait fait un bon audit, ce n'était pas la question pour faire dissoudre. Parce qu'on nous a dit que la charge sociale était de 59% sur le chiffre d'affaires. Nous avons dit non. Il faut faire l'audit structurel, l'audit social. Les gens qui sont là, est-ce qu'ils sont bien recrutés? Est-ce qu'ils sont affectés à des postes convenables? Est-ce qu'ils font ce qu'ils sont recrutés? Voilà. Ce travail, nous avons demandé l'audit interne et nous l'avons fait. C'est pourquoi nous avons changé la structure. Si vous demandez les documents chez nous, vous voyez que nous sommes partis de 2016 à 2024 en augmentant par 3 les recettes de l'ARCEP au Trésor. Vous avez le document ici. Nous avons pu atténuer tout ce qui est litige au tribunal. Parce que quand nous sommes arrivés, tous les procès étaient perdus par le ministère des Postes et Télécommunications. Et nous avons des avocats qui venaient nous demander ça. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'enquête, vous verrez. Aujourd'hui, les procès, nous les gagnons. Parce qu'il y a des réformes. Parce que nous avons mis des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons créé également l'USCCE, l'unité spéciale de contrôle communication électronique, qui, auparavant, avant qu'on ne vienne, les factures téléphoniques, c'était sur la déclaration des opérateurs téléphoniques. C'est-à-dire que Move vient et dit non, ce mois-ci j'ai consommé telle minute. Et nous, on est commis pour faire la facture. Télécel, même chose. Orange, même chose. Mais en 2020, nous avons révolutionné. Nous rendons les factures téléphoniques automatiques. Ils viennent, c'est nous qui leur disons, messieurs, vous avez consommé telle minute. Voilà votre facture. C'est ça, la révolution. Nous avons créé également l'agence centrafricaine du développement digital, comme je l'ai dit. Cette agence, vraiment, c'est le fleuron. Je peux vous dire que les pays africains, les partenaires leur conseillent de venir voir ce que nous avons fait ici pour s'en inspirer et créer aussi. C'est un modèle? C'est un modèle. Si vous arrivez à l'université, vous allez voir le centre de développement du digital Touadéra. Les Camerounais sont venus ici, ils étaient ébahis. Nous avons fait les dernières agrégations de la médecine ici chez nous. Nous avons ce centre-là qui forme les ingénieurs dans les TIC. Mais au-dessus, vous avez le startup qui fait le travail de réunir les génies centrafricains et leur faire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Nous avons des contrats en vue pour que ce centre-là devienne un centre qui va donc piser ce que les intelligences peuvent faire. Et nous en avons. Nous avons beaucoup de centrafricains qui sont à l'extérieur. J'ai reçu de la part du chef d'État la mission également de faire ce travail-là. Donc, vous voyez ce que nous avons fait. Nous avons également sorti 2 lois très importantes que vous n'avez pas. Vous savez, la loi sur la protection des données en ligne et la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la criminalité. Parce que nos compatriotes, et même en dehors, pensent que l'Internet, c'est un outil pour diffamer, pour insulter et pour dire des choses, ou même pour voler de l'argent des gens, sans se faire identifier et pour se faire poursuivre. Nous avons créé cela. Nous sommes en train de donner l'organe qui va identifier la personne qui a émis ces informations là où il se trouve. Et en soumettant le dossier à la justice, avec des preuves, pour que la personne réponde devant la justice. Voilà
pour ne pas aller très loin. Et nous, au niveau de la Poste également a eu sa réforme. De loin peu, nous avons créé ce qu'on appelle la Société centrafricaine de la Poste. Modernisée. Aujourd'hui, vous arrivez à la Poste, nous avons un scanner pour sécuriser les courriers qui arrivent chez nous. Nous avons cette Poste-là qui s'est tournée vers l'extérieur. Et cette Poste a créé sa filiale qui est la Banque Postale, qui est en cours d'opérationnalisation. Donc vous voyez, je n'ai pas assez de temps pour vous dire vraiment tout ce que nous avons fait. Mais je vous assure, en dehors de cette émission, puisque depuis le départ de ce Mangui, je n'ai plus un attaché de communication pour parler de ces choses-là. Et je pense que vous pouvez réserver des tranches d'antenne en dehors de ce que la parole au gouvernement peut réserver pour que... Il faut qu'on parle de tout ce qu'on fait à nos concitoyens. C'est un domaine tellement pointilleux que même en le parlant en langage facile, c'est pas facile. Donc vraiment, je pense que je sollicite de votre part qu'on pérennise ce genre de choses pour nous spécialement, parce que la transformation dont le chef d'État parle de chez nous. Voilà ce que je peux vous dire. La direction générale vous a donc écouté. La direction générale sait que c'est un travail de grande talent que vous êtes en train de mener au sein de ce département, et cela est noté certainement. Et puis nous allons nous approcher de vous si vous nous donnez l'opportunité surtout de vous rencontrer. Le problème se pose à ce niveau-là. Merci, monsieur le ministre. Kazago, une question? Une question, c'est de savoir, monsieur le ministre, quelle est la valeur ajoutée à l'Agence centrafricaine de développement du digital? Vraiment, c'est une agence, je ne peux pas vous estimer une valeur. Comme on le dit, les économistes, les pays qui ont maîtrisé leurs nouvelles technologies, qui ont maîtrisé l'économie numérique, ont une valeur ajoutée de 10% de leur PIB. Ça, en gros, ce qu'on dit. Cela veut vous dire quoi? Ça veut dire que le chef d'État, dans sa vision, veut vulgariser ce qu'on appelle l'outil communicationnel. Ça veut dire que nous avons encore du pain sur la planche. Vous avez les terminaux, par exemple, les téléphones qui vont permettre de bien exploiter la 4G. Les smartphones, ce sont des terminaux. Mais les prix là ne sont pas à la portée de tous les Centrafricains. Ça, c'est également le futur chantier du ministère de l'économie, numérique, des postes et télécommunications. Nous y travaillons déjà avec les finances, qui ne doivent pas trouver que c'est des produits de luxe pour donner l'imposition comme des produits, mais c'est des produits de base, de consommation, comme du pain, comme tout ce que nous consommons très vite. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas perdre les finances. Ils ne vont pas perdre, puisque ce qu'ils vont perdre sur la taxe à l'entrée, ils vont récupérer sur la consommation. Parce qu'au lieu d'avoir un parc d'abonnés de 2 millions que nous avons, on peut avoir 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions. Parce que vous savez, les téléphones, chacun de nous peut avoir 3. C'est ça, vous devez me dire que non, mais on a une population de 6 millions, je parle de 7 millions. C'est possible. En télécommunication, c'est possible. Mais qu'est-ce qui bénéficie si on élargit la sienne? C'est les impôts, c'est la consommation. C'est le niveau de vie de nos concitoyens qui monte. Parce que là où il est, à Nabata, quelque part, il vend son truc sur place. Parce qu'il met sur sa page, il y a quelqu'un qui va l'acheter. Et les provinces vont s'enrichir, puisque tout sur place, les gens vont déposer l'argent là-bas. Et la banque postale, la banque de proximité, va être dans tous les recoins, pour que les gens ne quittent plus leur recoin, pour venir dépenser pour du savon à Bangui, du sel à Bangui, de l'huile à Bangui. Mais c'est là-bas qu'ils vont acheter les choses pour que les villes se redynamisent, que se développent. Voilà la vision que le chef d'État, parce qu'il y aura l'armée de garnison. Les PJ dont on dit que non, les PJ n'arrivent pas à destination de nos soldats. C'est ça également. Influence cela pour enrayer définitivement ce genre de choses. Le militaire qui est dans une base, il a la pousse à côté. On résout le problème. Et nous sommes transversaux. Oui, en tout cas, cette transversalité se voit à l'œil nu, monsieur le ministre.
mais il reste beaucoup de choses à faire. Nous allons revenir sur la question de ces centres, les centres de formation digitale, incubateurs au niveau de l'université. Là, vous nous avez parlé des génies qui sont en train de naître là-bas, mais ce centre-là a été également, selon notre information, installé à l'école normale supérieure et au lycée technique. Est-ce vrai? Et si c'est le cas, où est-ce qu'on en est avec ces établissements scolaires? La vision du chef d'État, c'est que on ne peut pas commencer directement au sommet, parce qu'on ne peint pas l'arbre par la cime. Il faut commencer par la base. Donc le lycée technique, c'est les plus jeunes. Il faut qu'on forme nos enfants qui sont au lycée technique dans l'apprentissage de l'État, parce que c'est ça. Et on ne s'arrêtera pas là. On va aller en province. Parce que, vous allez me parler, il y a la connexion. Nous avons un programme là de connexion dans les lycées. Et donc, là, je vous dis qu'au lycée technique à l'école normale supérieure, c'était notre vision quand on faisait le projet CAB, c'est-à-dire le projet pour introduire la fibre optique ici. On a dit qu'on ne peut pas commencer à l'université. On met d'abord pour les enseignants, on met au lycée technique et on met à l'université. Mais on ne finit pas, parce que l'université forme les ingénieurs. Mais nous sommes en train de rouvrir l'école de la Kwanga. Ça, je ne vous ai pas dit, avec l'appui de l'UIT. Parce que, comme vous le saviez avant, il y avait des techniciens qui intervenaient sur le câble à cuivre. Quand il y avait une panne quelque part, mais ce n'est pas les ingénieurs qui faisaient ça. Donc il faut des techniciens de maintenance également pour le câble à fibre optique. Et nous sommes en train d'ouvrir un centre. Le centre de la Kwanga va être rouvert avec l'appui de l'Union internationale de télécommunications. Et j'ai des collaborateurs qui voyagent après de ça des vendredis pour ça, afin de bénéficier de l'aide de l'UIT. Monsieur le ministre, restant toujours dans cette rubrique consacrée à la construction des centres, il est également prévu, au regard de la vision politique du chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Conche-Touadéra, la construction de plusieurs centres communautaires dans les différentes régions de notre pays. Où en sommes-nous à ce jour avec ce projet crucial pour le désenclavement, mais également accompagner la politique de décentralisation de notre cher et beau pays? Je vous assure que vous savez, le président a fait quelque chose de merveilleux, parce que je peux vous dire, grâce à lui, on a eu la fibre optique. Pourquoi je le dis? Parce qu'il était Premier ministre déjà. Moi, j'étais déjà sur la fibre optique en tant qu'expert au ministère des Télécommunications. J'ai commencé en 2003 cette histoire de fibre optique. On a eu 20 milliards qu'on n'a pas pu introduire la fibre optique chez nous ici. Il faut que vous le sachiez. 2003 à 2010, on a eu 20 milliards de la part de la Banque mondiale pour faire la fibre optique. C'est quand le président est arrivé en 2016 qu'on a eu la fibre optique en 2023. Il faut que vous le sachiez. Donc ça, c'est des choses, vous chercherez à comprendre. Mais moi, je vais vous dire, l'inspiration que nous avions, c'était quoi? On ne peut pas faire passer un câble de 1200 km dans les champs, détruire les tombes devant la maison, dans la maison des gens, sans pour autant qu'eux-mêmes, ils ne savent quoi servira ce câble pour eux-mêmes. La raison pour laquelle cette histoire de centre communautaire était née, pour d'abord donner l'information, le bénéfice qu'ils vont avoir, les adhérer au projet. Et c'est ça qui a été fait. Il y a même des pygmées qui sont des points focaux. Et donc, moi-même, j'étais coordonnateur avant. J'ai sillonné pour faire ce travail. Ces centres sont nés. Malheureusement, le pacte financier qui était pour ce projet n'était pas suffisant. Et nous avons fait 3 centres. Un à Béa. Un à Béa. Ceux qui ont fait le Sangambaéré sauront que Béa, vous dépassez Nola pour aller à Bayanga. C'est le carrefour qui passe à Salou. Un à Berberati et un à Bakis. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce sont ces jeunes-là qu'on va prendre de là-bas, les diplômés de là-bas, pour venir ici à la Kwanga, les former avec un contrat. La seule manière dont tu vas avoir le contrat, c'est que tu repars travailler là-bas, pour aider les collectivités locales à numériser leur système, leur budget et leur truc. Et c'est eux-mêmes, ils deviennent gardiens du réseau, parce qu'ils vont gagner leur vie. Nous le dotons de 6 ordinateurs plus quelques équipements de technologie. Ils sont là, ils exploitent, ils gagnent l'argent. Et eux, ils sont adhérés, donc c'est leur gagne-pain, ils vont surveiller le réseau. Mais je vais vous dire que ça ne suffit pas, c'est tout le pays.
on aura de ces centres-là dans tout le pays. Aujourd'hui, nous sommes avec le TP sur le corridor 13 pour avoir encore une connexion en fibre optique depuis la frontière avec le Congo jusqu'à Bossangoa pour aller vers Moudou. Nous sommes aujourd'hui en pourparlers avancés avec MTN pour desservir le côté Est, Soudan du Sud. Nous avons préconisé avant pour aller au Soudan du Nord. Compte tenu des événements que vous connaissez, nous ne pouvons pas aller. Donc nous allons maintenant vers le Soudan. Parce que le plan stratégique chez nous, on a prévu avec chaque pays limitrophe 2 connexions. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui peuvent se casser. Quand ça casse, voilà, ainsi de suite. Donc avec le Tchad, le Cameroun, les 2 Soudans, le Cameroun, tout ça c'est deux parties. Ça va être un véritable maillage pour notre pays et nous serions certainement en dehors de tous ces troubles que nous connaissons lorsqu'il y a question de faire de la communication. Monsieur le ministre, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons donc observer cette petite pause. C'est pas facile parce que c'est trop technique. Même pour nous qui sommes sur le plateau, c'est un peu difficile, mais nous espérons que nous allons nous rattraper beaucoup plus en langue nationale, même si les termes ne sont pas ceux-là même que nous maintenons. Donc, chers amis auditeurs, était sur ce plateau, vous l'avez suivi, c'est donc le ministre Justin Gourna-Zako qui s'occupe des questions de l'économie numérique, poste et télécommunications. Et pour poser les questions, c'était donc autour de ce micro. Marie-Pélagie Kassabou, journaliste. Et bienvenue Bissayo, j'interviens pour le compte de la télévision centrafricaine. Et moi, Éloi Belongo, pour le compte de la télévision centrafricaine. Nous vous remercions.